Bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la démocratie. Alors comme d'habitude, il ne s'agit pas de parler d'un thème de manière exhaustive ni même synthétique, car un quart d'heure n'y suffirait pas. Il s'agit avant tout d'en donner un éclairage nouveau, de soulever des difficultés, des incohérences dans notre façon actuelle de voir les choses. Difficultés, incohérences qui ne sont jamais pointées du doigt par les médias, soit parce qu'inconsciemment on passe à côté, soit parce qu'on n'a pas envie de se les coltiner. Pourquoi n'a-t-on pas envie de se les coltiner ? Parce qu'en général, ça remet en question, ça relativise grandement la notion de progrès en morale et en politique. Donc, la démocratie. Alors, comme chacun sait, la démocratie, étymologiquement, c'est le régime politique dans lequel le pouvoir est confié entre les mains du peuple. En grec, démos, le peuple, kratos, le pouvoir. Il y a déjà une grosse ambiguïté dans le terme. Alors ne soyez pas effrayés par les mots grecs, je ne vais pas en abuser. Je salue au passage un ami qui me faisait remarquer que j'emploie souvent les mots démos et kratos et que je néglige assez portos et aramis. Et c'est vrai, en philosophie politique, on emploie souvent démos et kratos, notamment quand on veut parler, bien sûr, de la démocratie. À notre époque, on conçoit la démocratie comme un régime, non pas parfait, mais de moindre mal, sur lequel il n'y a pas à revenir. Y revenir, c'est être réactionnaire. Eh bien, pendant un quart d'heure, ni plus ni moins, je vous invite à être réactionnaire. Et vous allez voir que c'est assez rafraîchissant. Étymologiquement, je le disais, la démocratie pose problème. Pourquoi ? Prenons une métaphore non déconnante. Comparons la société à un train à vapeur qui avancerait sur les rails du progrès. Qui dit train dit locomotive et dit wagon. Un train sans locomotive n'est pas un train. Et une locomotive sans wagon ne sert à rien. Prise au sens propre, la démocratie doit trouver un compromis entre la nécessité de la locomotive située en tête du train et le fait que cette locomotive ne peut pas accueillir tout le monde, c'est-à-dire qu'il y aura fatalement des gens dans les wagons. Alors comment les Grecs, nos amis les Grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ, les inventeurs entre guillemets du concept, surmontaient-ils le problème, en dehors du fait, bien sûr, qu'ils n'avaient pas inventé le train ? Eh bien, d'une part, ils excluaient du démos et les femmes et les étrangers et les esclaves, relégués dans des wagons en queue de train, mais en outre, ils effectuaient une rotation du personnel présent dans la locomotive, c'est-à-dire présent dans le kratos. Comment, à côté de ça, les temps modernes, eux, ont surmonté ce problème ? Bien, à l'inverse, nous, modernes, avons fait monter tout le monde dans un seul et immense wagon. Et on s'est tous peu à peu convaincus qu'il s'agissait d'une locomotive. Et depuis un siècle et demi, en gros, on joue au petit train. Alors bien sûr, le train avance lentement, de plus en plus lentement, et certains commencent à en descendre, mais il avance. Et il avance non pas parce que le peuple est au pouvoir, aux commandes du train. Ce n'est pas le peuple qui est effectivement aux commandes, et ça ne l'a jamais été. Le peuple, lui, il est au charbon. Il met le charbon dans la chaudière, sans quoi le train ne peut avancer. Alors jusqu'à présent, mon discours est assez populiste, diront certains. Voici maintenant le deuxième effet qui se coule. Je vais être à présent franchement réactionnaire pour montrer l'effet que ça fait. Alors je dis que le peuple est au charbon. Il l'est, certes. Il l'est, mais il en redemande. Même si le peuple ronchonne, nous ronchonnons, vous et moi, il en redemande. Et pourquoi ? Il faut expliquer pourquoi. Alors je ne peux pas me permettre en si peu de temps de rentrer dans de vastes considérations historiques. Je vais donc être assez simple. Et donc sachez simplement ce qui suit. Entre le début du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, un certain nombre de phénomènes
sociopolitiques vont s'agréger, notamment en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est-à-dire en gros les pays en pointe dans l'élaboration des régimes représentatifs modernes. Donc des régimes qu'on appellera plus tardivement démocratie par pure démagogie. Donc ces phénomènes qui vont s'agréger, quels sont-ils? En gros, en très gros. Premièrement, la lente agonie des régimes monarchiques et de leur tutelle religieuse. Deuxièmement, l'entrée en scène des masses. Et troisièmement, la fameuse révolution industrielle. Alors comment concilier tout ceci pour maintenir un semblant d'ordre politique dans des sociétés qui allaient se tourner bientôt vers des considérations de rendement et de croissance éternelle? Tout simplement, il fallait confier les commandes aux industriels et aux affairistes. 2, offrir aux masses un rôle à leur mesure. Il fallait dorénavant que ces masses se sentent actrices de leur destin, les contenter matériellement et en même temps maintenir le cap d'une marchandisation galopante. Le rôle politique, entre guillemets, des masses était donc tout trouvé et il n'a cessé de s'amplifier jusqu'à notre époque. Et ce rôle, quel est-il? Ce rôle, c'est produire, consommer, produire, consommer, produire, consommer. Produire, consommer, produire, consommer. C'est le charbon. C'est le charbon dans la locomotive. Produire, consommer, voilà le rôle des masses, le rôle assigné aux masses depuis 200 ans. Le vrai pouvoir du peuple est là. Il est uniquement là. Produire, puis consommer, car consommer, c'est inviter à produire, et vice-versa. Le but étant d'évoluer, en quelque sorte, en roue libre, c'est-à-dire 100% par le biais de l'économie, et à terme, se débarrasser du vieil outil politique. Quiconque parle aujourd'hui de révolution devra, pour qu'elle advienne, faire en sorte de convaincre les masses de cesser de consommer. Bonne chance, camarades. Une fois qu'on a saisi dans quelles circonstances se met progressivement en place le gouvernement représentatif moderne, on peut rentrer dans le détail et constater à quel point il est éloigné du concept de démocratie. Alors, d'une part, était alors requis une poignée d'experts, c'est-à-dire de gestionnaires professionnels. Et d'autre part, les masses devaient consentir à jouer leur rôle, c'est-à-dire à aller au charbon, moyennant ce qu'on leur présentera comme une récompense, mais qui est compris dans la manœuvre, ça c'est important, c'est-à-dire la consommation débridée. La consommation participe du système, bien qu'elle nous soit à toutes et tous perçue comme une récompense à notre labeur. Il n'était donc pas prévu que le peuple soit réellement aux commandes, bien entendu. Et ça tombe plutôt bien car le peuple, foncièrement, ne veut pas du pouvoir. Le pouvoir, il faut y consacrer du temps, il faut y consacrer de l'énergie, et les gens, ou sociétés civiles, comme on a commencé à appeler cela au XIXe siècle, ont fini par se laisser persuader, sans trop d'efforts, qu'ils avaient véritablement autre chose à faire, produire, consommer. Ce que veut le peuple, en revanche, c'est que ce pouvoir ne tombe pas entre de trop vilaines mains. C'est toujours la perspective du moindre mal, typiquement libérale. Le peuple tient à son droit de regard, je le disais dans la vidéo précédente au sujet du suffrage universel. Et jusqu'à récemment, l'alternance gauche-droite lui donnait l'illusion de quoi? De la démocratie, l'illusion du pouvoir, l'illusion de la souveraineté. Alors j'ai l'air cynique, mais c'est véritablement comme ça que fonctionnent les choses, et à notre époque, les gens s'en aperçoivent de plus en plus. La logique du suffrage universel consiste en quelque sorte à dissoudre le pouvoir politique pour ne pas avoir à le subir. Dissoudre le pouvoir politique pour ne pas avoir à le subir. Donc je vais utiliser une deuxième métaphore
non déconnante, si vous le permettez. Je serais tenté de voir le pouvoir comme une arme à feu au centre d'une table ronde. Alors, pourquoi la table ronde? Parce que c'est celle autour de laquelle tous les convives sont placés à égalité. L'extension du droit de suffrage revient alors à inviter tout le monde autour de cette table et à augmenter par la même occasion le rayon de la table. C'est mathématique. Et donc à s'assurer que personne ne puisse mettre la main sur l'arme à feu. Voilà la logique du suffrage universel. Ainsi, tout le monde, à côté, tout le monde est content de pouvoir venir manger à cette table quand bon lui semble. Et en même temps, personne ne risque, si j'ose dire, de plomber l'ambiance. Tout ce folklore électoral, bien entendu, c'est du théâtre. En coulisses, deux grandes familles de gestionnaires appointés se chargent, à tour de rôle, de veiller à ce que leurs administrés soient placés dans les conditions favorables pour remplir leur rôle de producteurs-consommateurs. Ce qui permet la sacro-sainte croissance. Le charbon, rien de plus. Et à intervalles réguliers, le peuple produira même un président. Tous les 5 ans, un président et sa cour. Sur le papier, il aura donc 5 ans pour le consommer. En réalité, il s'en lasse de plus en plus vite. Alors, techniquement maintenant, parlons de la démocratie d'un point de vue technique. Le régime représentatif, non pas la démocratie, mais le régime représentatif, ambitionnait à ses débuts de combiner des éléments démocratiques et des éléments aristocratiques. Alors, la démocratie. La grande vertu de la démocratie, c'est d'être ouverte à tous les talents. D'où qu'ils puissent venir, la démocratie est ouverte à tous les talents, quel que soit le milieu social. Son grand travers, c'est de tendre dans ce même élan vers une sorte d'indistinction généralisée et finalement vers une sorte d'égalitarisme et la négation pure et simple des talents. La grande vertu de l'aristocratie, c'est au contraire de promouvoir le talent, coûte que coûte, et même par définition. Aristoïs sont les meilleurs en grec. J'arrête avec le grec. Son grand travers, c'est le risque de sclérose, c'est-à-dire le fait de fonctionner en vase clos et d'aller pêcher, si je puis dire, le talent toujours dans les mêmes eaux, comme s'il était héréditaire. Donc du côté démocratique, une ouverture sociale, mais qui s'accompagne d'un nivellement. Du côté aristocratique, la méritocratie, mais qui s'accompagne d'une fermeture sociale. Eh bien, le régime hybride, qui est le régime représentatif, appelé démocratie par abus de langage, combine ces deux travers, celui de l'aristocratie, celui de la démocratie. Nivellement des capacités au travers du suffrage universel et fermeture sociale au travers de la professionnalisation du personnel politique. Rappelons au passage que la démocratie originelle, celle des Grecs, encore eux, offrit d'une part au peuple un pouvoir bien plus conséquent qu'un simple droit de suffrage, et que d'autre part, c'était un régime un régime d'amateurs. Amateur dans le bon sens du terme, celui que je rappelais dans ma vidéo introductive à laquelle je renvoie. Autrement dit, notre régime politique est issu du croisement entre une aristocratie dégénérée, ce qu'on nomme oligarchie, nous y voilà, et une démocratie, elle aussi, dégénérée, pas oublier le pendant. Démocratie dégénérée, alors pour les curieux, le mot savant, c'est ochlocratie, c'est-à-dire en gros le pouvoir d'une foule indistincte. Donc d'un côté, des endimanchés dans leur tour d'ivoire, et de l'autre, le vacarme de la rue. La démocratie contemporaine n'est donc pas seulement un régime répondant à une logique 100% économique du point de vue historique, comme je le rappelais, c'est aussi un régime qui répond à cette logique 100% économique dans son fonctionnement, dans son processus. Dire aujourd'hui que le capitalisme est le pire ennemi de la démocratie, comme on l'entend,
c'est faire une grossière erreur. En réalité, ils sont tout simplement frères et sœurs. Le régime représentatif et le capitalisme sont frères et sœurs. Ils répondent à la même logique qui est celle de l'offre et de la demande. C'est-à-dire celle qui est prête à vendre tout et n'importe quoi au plus grand nombre, tout simplement. Alors, pour rebondir là-dessus, et pour finir, il est déjà temps de finir, tout le monde se réjouit du fait que la démocratie soit associée de nos jours à un mode de vie, un confort de vie, davantage encore qu'à un régime politique à proprement parler. Alors, demandez-vous néanmoins ceci. Lorsque l'on parle de démocratisation d'un produit quelconque, et on entend ça tous les jours dans les médias, on l'emploie nous-mêmes entre nous, que veut-on dire au juste? Qu'entend-on par démocratisation d'un produit? Alors, il n'y a toujours pas ni Porthos ni Aramis, mais il est question de démos et de kratos. Alors, le démos dans l'acte d'achat du dernier iPhone à la mode, par exemple. Où est le démos dans ce cas-là? C'est tout trouvé, on sent bien que c'est tout simplement la clientèle. Mais alors le kratos, dans cet acte d'achat du dernier iPhone à la mode, où se trouve le kratos? C'est une vraie question que je pose. Où est le kratos dans la démocratisation de l'iPhone? Le kratos, a priori, il est entre les mains d'Apple, tout simplement. Voilà. Bon, je veux en venir au fait que notre façon de faire de la politique est entièrement calquée là-dessus. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous demande de partager vraiment largement ce contenu et cette émission en particulier. Alors, c'est pas pour me faire de la pub, parce qu'encore une fois, je ne gagne aucun centime là-dessus. C'est pas pour passer de 700 vues sur YouTube à 850. Même si, bon, je le répète, tout ce dont je parle se trouve expliqué plus amplement dans le livre que j'ai écrit. Je ne peux pas rentrer dans les détails dans ce genre de vidéo, et certains n'ont pas besoin, n'ont pas envie de connaître davantage de détails, d'où l'intérêt de ces vidéos, mais celle-ci en particulier doit être partagée tout simplement parce qu'il s'agit d'un problème qui nous concerne toutes et tous, et d'une, et de deux, parce que ce que je viens de dire n'est jamais traité dans les médias. Jamais. Ni à la radio, ni à la télé, ni dans les journaux. On ne remet jamais ce régime que l'on appelle à tort démocratie, on ne le remet jamais en question. Remettre le régime en question, c'est être réactionnaire. Je viens d'être réactionnaire. Donc je vous invite à partager ce contenu, à en discuter entre vous. Et pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois et je vous dis à très bientôt.